C'est qui Ella Fitzgerald? C'est une grande chanteuse américaine de jazz, un genre musical très rythmé inventé par les Noirs américains au 19e siècle. Elle naît le 25 avril 1917 en Virginie et meurt en 1996 à Beverly Hills, en Californie. Mais pourquoi Ella Fitzgerald est si célèbre? Parce qu'elle a marqué l'histoire du jazz. À 18 ans, elle gagne un concours de chant et est aussitôt embauchée dans un orchestre de jazz avec lequel elle part en concert dans tous les États-Unis. Un jour, sur scène, elle oublie les paroles d'une chanson et entonne à la place des syllabes et des sons qu'elle invente. Elle est acclamée. Cette forme de chant s'appelle le scat et il fera son succès. Puis, elle poursuit seule sa carrière et se produit sur les plus grandes scènes du monde avec les meilleurs musiciens. Elle donne aussi des concerts contre le racisme et pour défendre les droits des Noirs aux États-Unis. Son style, la beauté de sa voix et sa générosité font d'elle là une star. Elle est surnommée la grande dame du jazz, autant pour son talent que pour la joie de vivre qui se dégage de ses interprétations. Tout au long de sa carrière, Ella reçoit 13 Grammy Awards, l'équivalent des Oscars pour la musique, et des hommages dans de nombreux pays. Très malade, elle meurt à l'âge de 79 ans. Aujourd'hui encore, Ella Fitzgerald est un modèle pour beaucoup de chanteuses de jazz. C'est qui Charlie Chaplin. Né en 1889 et mort en 1977, Charlie Chaplin est l'inventeur de Charlot, l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Ce vagabond généreux et maladroit était le grand comique du cinéma muet dans les années 1910 et 1920. Son nom est même entré dans le langage courant. Un charlot, c'est quelqu'un qu'on ne prend pas au sérieux. Charlie Chaplin jouait Charlot, mais il réalisait aussi ses films, écrivait les histoires et composait même la musique. Dès l'enfance, il joue sur scène dans son pays natal, la Grande-Bretagne. C'est aux États-Unis qu'il devient une star, quand l'industrie du cinéma est en train de naître à Hollywood. Il crée son propre studio de cinéma pour ne dépendre de personne et faire les films qu'il veut. Il réalise ainsi des chefs-d'œuvre, comme Le Dictateur, qui se moque d'Adolf Hitler, le chef de l'Allemagne nazie. Mais à partir des années 1940, Charlie Chaplin est de plus en plus critiqué. Les journaux lui reprochent des liaisons avec de jeunes actrices et l'accusent d'avoir des idées politiques qui critiquent les États-Unis. Charlie Chaplin décide alors de s'installer en Europe. Il reçoit de nombreux prix et de nombreux hommages pour son rôle dans l'histoire du cinéma. En 1972, il remporte un Oscar d'honneur, une façon pour les États-Unis de se racheter et de lui redonner sa place, celle de l'un des plus grands génies du 7e art. D'où viennent les informations ? Télévision, radio, journaux, Internet, tu as accès à plein d'informations. Pour trouver ces informations, les journalistes partent en reportage, observer des événements, interroger des témoins, mener des enquêtes. Quand ils ne sont pas sur le terrain, ils s'appuient sur des sources pour récolter les informations. Mais d'où viennent ces sources ? Les agences de presse sont une des principales sources d'informations. Leurs collaborateurs se relaient jour et nuit pour surveiller le monde entier et être présents dès qu'il se passe un événement quelque part afin d'en informer les médias. Les attachés de presse, eux, préviennent régulièrement les journalistes sur les activités de leur chef. Les journalistes comptent aussi sur leurs relations pour ne pas louper un scoop. Selon leur spécialité, ils ont dans leur contact des scientifiques, des juges, des policiers ou des personnalités politiques. Les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter ou Instagram sont aussi des sources inépuisables de renseignements, plus ou moins vrais. En effet, pour faire rire ou se faire remarquer, les gens racontent parfois des mensonges. Certains disent aussi des bêtises, car ils n'ont pas vérifié ce qu'ils écrivent. C'est pour ça que le journaliste vérifie toujours ses informations auprès de spécialistes, d'autorités officielles et même d'autres médias. Quand il est sûr de lui, le journaliste peut alors écrire son article. C'est qui Lucy Aubrac. Lucy Aubrac est une femme courageuse qui a lutté toute sa vie contre les injustices. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle devient résistante. Elle se bat avec passion pour que la France, occupée par les Allemands, retrouve la liberté. Mais qu'a fait Lucy Aubrac pour devenir si célèbre ? Née le 29 juin 1912 à Paris, dans une famille modeste, Lucie Bernard est une bonne élève.
Après le certificat d'études, elle passe le concours de l'école des instituteurs, puis le bac, et entre à l'université pour devenir professeure d'histoire. Quand la guerre éclate, entre la France et l'Allemagne en 1939, elle crée avec son mari Raymond Samuel et des amis le mouvement de résistance Libération Sud. Ensemble, ils mènent des actions secrètes pour handicaper les forces allemandes. Pour ne pas se faire attraper, ils utilisent des faux noms comme Vallet ou Aubrac. Quand Raymond est arrêté en 1943 avec d'autres résistants, Lucie l'aide à s'évader sous le nez de l'ennemi. À la Libération, en 1945, le couple décide de garder le nom d'Aubrac. Lucie redevient professeure d'histoire et continue à lutter pour les droits des plus faibles jusqu'à sa mort en 2007 à 94 ans. Elle parcourt aussi les écoles, collèges et lycées de France pour raconter son engagement dans la résistance. Pour honorer son courage et ne pas oublier l'importance de se battre contre ce qui est injuste, plus de 50 écoles portent aujourd'hui son nom. Comment on fait un jour une question ? Un jour, une question, c'est l'équipe de France Télévisions et de Milan Presse qui travaille main dans la main chaque semaine pour produire les épisodes de ton programme. Ensemble, ils sélectionnent les questions les plus proches de l'actualité et confient ensuite chaque sujet à un journaliste. Le journaliste explore le sujet, vérifie les informations, choisit de quelle façon il va en parler et produit un texte pile adapté à ton âge. Mais et le dessin animé alors ? Le texte, c'est le départ. Après, entre dans la danse tout le reste de l'équipe. D'abord, Franck. Coucou, c'est moi, l'acteur qui te raconte tout. J'enregistre le texte écrit par le journaliste. Jacques, le dessinateur, réalise 13 super dessins qui illustrent avec humour le texte. Avec la voix et le dessin, on fabrique une animatique. C'est un storyboard en vidéo du dessin animé. Grâce aux indications de l'animatique, un animateur va pouvoir faire bouger les dessins de l'illustrateur. Puis un monteur va mettre à la suite toutes ces animations. Il va ajuster la durée et le rythme pour faire le dessin animé que tu vois à l'écran. Mais c'est pas fini, il manque encore les bruitages. Un bruiteur va ajouter des... un peu partout. Ça rend l'épisode plus vivant. Enfin, des spécialistes de l'image vont assembler tout le travail produit par l'équipe pour finaliser un épisode techniquement parfait. Et ça, en un temps record, pour que chaque jour, tu puisses voir à la télé ton dessin animé préféré. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.